Bonjour et bienvenue à cette présentation isologique sur le document d'expédition pour les colis de retour. Dans cette présentation, nous discuterons des raisons derrière la demande de documents d'expédition pour les colis de retour, qu'il s'agisse de colis exceptés UN 2910 de la classe 7, ou des colis qui ne sont pas classifiés comme matière dangereuse. Nous ferons le tour de la réglementation, incluant les exceptions, ainsi que les exigences spécifiques pour la province de Québec. Nous commencerons par regarder la réglementation de la CCSN pour les matières radioactives. Spécifiquement, le transport des colis exceptés qui s'applique à plusieurs de nos colis de retour. Lorsque nous regardons la réglementation de la CCSN sur le transport des substances nucléaires. Plus spécifiquement dans la section sur les emballages et transports des matières radioactives. Les exigences générales pour les expéditeurs et les transporteurs indiquent que nous devons nous conformer au règlement de l'AIEA. À la section 28.1, nous voyons que l'expéditeur, client d'isologique, ainsi que le transporteur, isologique, doivent se conformer au règlement de l'AIEA, concernant les exigences et contrôles relatifs à l'emballage et au transport des colis exceptés. Le règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA, édition de 2018, dont fait référence la réglementation de la CCSN, décrit la classification des colis, ainsi que les exigences spécifiques pour les colis exceptés. Dans la classification des colis, on voit qu'un colis peut être classifié comme « colis excepté » s'il satisfait les conditions suivantes. Un colis vide ayant contenu des matières radioactives. À noter que si on peut vérifier qu'il ne reste aucun résidu possible, soit par le temps de décroissance, ou vérification de l'intérieur du colis, le colis vide peut être considéré comme un colis normal, c'est-à-dire non réglementé. À défaut de ces vérifications, le colis est classifié comme un colis excepté, ou un colis dont les limites d'activité sont sous les valeurs présentées dans le tableau numéro 4, dans les cas où des fioles ou seringues ayant des résidus sont dans les contenants. Le tableau numéro 4 couvre plusieurs états physiques et types de matières radioactives. Ce tableau s'applique donc pour les colis de retour où il reste des résidus de radionucléides dans des fioles ou des seringues, ou des traces d'iode 131 dans les contenants en tungstène. Sous les prescriptions et contrôles pour le transport des colis exceptés, seulement les paragraphes suivants des chapitres 5 et 6 s'appliquent. Parmi ceux-ci, nous trouvons les paragraphes 507 à 513, soit les prescriptions et contrôles concernant la contamination et les fuites. Comportant le paragraphe 509, qui s'applique aussi aux transporteurs, par rapport au niveau de contamination non fixé sur les surfaces externes et internes des moyens de transport, c'est-à-dire, le véhicule, qui ne doit pas dépasser les limites spécifiées au paragraphe 508. Ainsi que le paragraphe 516 sur la limite pour le débit de dose, les paragraphes 530 à 533 et 545, qui décrivent les exigences pour le marquage, l'étiquetage et le placardage. Maintenant, lorsque nous retournons dans la réglementation de la CCSN, plus précisément à la section 28.2, soit les exceptions, on voit que l'expéditeur peut présenter aux fins du transport routier. Et le transporteur peut aussi transporter par voie routière un colis qui n'est pas étiqueté, conformément à la réglementation de l'AIEA. Donc, une exemption d'étiquetage dans les paragraphes 530 à 533 et 545. Dans les cas suivants, dont les colis exceptés. Donc, seulement l'étiquetage peut être non conforme pour un colis excepté. C'est-à-dire que les marques de danger comme les 3 catégories pour les colis de type A ne sont pas nécessaires, et donc aucune marque de danger n'est apposée sur les colis exceptés. Quant aux renseignements sur l'envoi, c'est-à-dire le document de transport, dans la section 29. Les exceptions pour les colis exceptés, section 29.2, A, indiquent que certaines informations n'ont pas besoin d'y figurer.
Donc, nous avons toujours besoin d'un document de transport, et il doit contenir les informations suivantes. L'identité de l'expéditeur et du destinataire. Le numéro ONU de la matière qui est transportée, dans notre cas, UN 2910, ainsi que sa désignation officielle, dans notre cas, matière radioactive, quantité limitée en colis exceptés. Les autres renseignements ne s'appliquent pas dans notre cas, donc il n'y a que ces 3 premières informations qui doivent absolument figurer sur les documents de transport sous les exceptions de la CCSN. De plus, les obligations pour les transporteurs indiquent que nous avons toujours besoin d'avoir un document de transport pour tout envoi de matière radioactive, incluant les colis exceptés UN 2910, tel que décrit dans le paragraphe 2 pour les exceptions. Maintenant, lorsqu'on regarde dans la réglementation du transport des matières dangereuses de Transport Canada pour des exceptions, nous avons à la section 1.43 les exceptions relatives à la classe 7 pour les matières radioactives, dont les colis exceptés font partie. Malgré plusieurs exceptions dans les parties 3 à 7, 9 à 12 et 17. Nous devons respecter les conditions relatives au transport des colis exceptés de la CCSN que nous venons de voir. Utiliser des colis qui répondent aux exigences des colis exceptés. De plus, Transport Canada exige des documents de transport qui contiennent l'appellation réglementaire et le numéro UN des marchandises, tels que nécessités par la CCSN. Nous pouvons donc voir que malgré toutes les exceptions de Transport Canada, la CCSN et l'AIEA, l'expédition des colis exceptés demande au minimum un document qui indique qui est l'expéditeur, qui est le destinataire, le numéro ONU de la matière et son appellation réglementaire. De plus, le transporteur, qui peut aussi avoir d'autres matières dangereuses, par exemple des colis de type A, doit confirmer que la contamination non fixée et les débits de dose des surfaces ne dépassent pas les limites. Car l'AIEA s'applique toujours puisque les moyens de transport ne sont pas exclusifs pour des colis exceptés, et la meilleure façon de s'assurer que les limites ne sont pas excédées, est de confirmer que les colis exceptés sont aussi dépourvus de contamination que les autres colis de type A, qui eux sont toujours vérifiés. Nous allons maintenant discuter des autres exigences lors du transport au Québec. Celles-ci ne s'appliquent pas seulement aux matières dangereuses, mais bien à toute marchandise transportée. Sur le site de la SAAQ, qui s'assure que les véhicules lourds faisant le transport routier de biens soient conformes aux lois et règlements, on peut aussi lire la définition réglementaire d'un véhicule lourd. Outre que la définition intuitive de gros véhicules, et ceux ayant un poids de plus de 4500 kg, nous voyons qu'un véhicule routier transportant des matières dangereuses, nécessitant l'apposition de plaques d'indication de danger, est aussi considéré un véhicule lourd dans la réglementation. Puisque le transport d'un seul colis radioactif de catégorie 3 jaune nécessite que le véhicule de transport soit placardé, ce véhicule devient donc un véhicule lourd, qui doit être conforme à ces lois et règlements. Ce qui veut dire que la flotte de petits véhicules isologiques, qui dans plusieurs circonstances doivent être placardés à cause d'au moins un colis 3 jaune, devient automatiquement une flotte de poids lourds. Isologique figure au registre des propriétaires et exploitants de véhicules lourds de la SAAQ sous le ministère des Transports du Québec. Une fois enregistré comme véhicule lourd, le véhicule demeure un véhicule lourd, qu'il soit placardé à 100%, ou à moins de 1% du temps. Les lois et règlements qui s'appliquent aux poids lourds sont répertoriés sur le site du ministère des Transports. La loi prévoit le suivi du comportement des propriétaires, des exploitants et conducteurs de véhicules lourds. Allons maintenant voir les détails de la réglementation pour les documents d'expédition et marquage. À la section 2, on nous indique que les documents d'expédition sont requis pour les marchandises.
Notez bien qu'ici on parle de marchandises en général, et non pas de marchandises dangereuses. Les détails que ces documents d'expédition doivent contenir est décrit à l'article 4. Et l'article 4 demande au minimum la quantité et la description des marchandises. À noter encore, pas seulement les marchandises dangereuses, mais bien toute marchandise quelle qu'elle soit. Les noms de l'expéditeur et du destinataire. Le nom du transporteur et son numéro d'identification auprès de la SAAQ. La date et le lieu de la prise en charge des marchandises, ce qui veut dire l'adresse de l'expéditeur. Ainsi que la destination de son voyage, c'est-à-dire l'adresse du destinataire. Isologique est audité, et toutes les infractions sur la route figurent aussi à notre dossier auprès de la SAAQ. Comme on peut voir, les infractions de l'article 4, parmi plusieurs autres, sont punissables d'une amende pour l'exploitant de véhicules lourds, soit isologiques. Comme avec les permis de conduire, il y a aussi un nombre maximum d'infractions qu'un propriétaire et exploitant de véhicules lourds peut avoir à son dossier. Récapitulons. Les documents d'expédition isologique ont été créés, car ils sont obligatoires pour le transport des matières dangereuses de la classe 7, tels que les colis de retour UN 2910, dans la réglementation de la CCSN, AIEA, ainsi que Transport Canada. Pour le transport de toute autre chose, ils sont obligatoires pour les véhicules lourds, réglementés par le ministère des Transports du Québec. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette présentation. Au bas de cette dernière diapositive, vous trouverez les adresses web des informations qui ont été présentées. Si vous avez besoin d'aide pour remplir les documents d'expédition, veuillez contacter votre site isologique. Merci encore, et bonne journée.